Vous-même, comment vous perceviez le maréchal Pétain? En moi, très vite, comme ou un gâteux, ou quelqu'un qui aurait été se rallier à l'Allemagne. Il y a quand même eu la poignée de main, il y a eu Laval, etc. Il y a eu tout ça, celui qui faisait que... Non, j'étais très méfiant. Et d'ailleurs, quand Darcourt m'envoyait à Vichy... Donc il faudrait simplement préciser d'un mot qui était Emmanuel Darcourt. Alors Emmanuel Darcourt, eh bien, c'était un étudiant de sciences politiques et qui avait rejoint Londres et qui avait été blessé à Dunkerque, il avait une jambe artificielle et qui venait de Londres, envoyé par De Gaulle, pour toute une action donc auprès de la résistance, un peu dans le genre de Jean Moulin. Et alors il est resté finalement non pas 1 mois, mais 6 mois chez mes parents. Oui, ce qui était évidemment limite, parce qu'il y avait les problèmes d'alimentation et tout, et puis la sécurité. Je le voyais à tout moment utiliser des livres pour coder ses messages. Alors sa technique était simple. Il ouvrait un livre, n'importe quelle page. La première lettre qui était en haut allait devenir A, la deuxième lettre allait devenir B, etc. Il faisait son code pour transmettre ses messages par radio, ensuite, à Londres. Et alors, il s'occupait surtout de l'armée secrète, région toulousaine, et puis des messages généraux, je dis, à partir de Vichy. Et c'est pour ça qu'il vous envoyait, vous, en mission. Qui m'envoyait, moi, comme agent de liaison. Sans jamais me dire, d'ailleurs, le contenu des messages que j'emmenais. J'étais dans le secret. Mais quand j'allais à Vichy, j'avais trouvé une combine, ce qui m'amène pour la question que vous me posiez sur Pétain, à vous dire ma position. Comme je terminais ma thèse, j'avais appris qu'il y avait un père jésuite qui s'appelait Dillard, qui habitait Vichy, où il était aumônier, et qui était économiste. Alors, pour avoir une couverture, et si la police me demande « Qu'est-ce que vous faites, monsieur, à Vichy ?» Je disais « Je viens voir le père Dillard. » Et j'allais voir effectivement le père Dillard. Or, le père Dillard était plus ou moins dans les zones proches du maréchal, en étant adversaire du maréchal. Il est mort, d'ailleurs, lui, déporté. Mais il pouvait me dire, vous savez, Pétain, hein, n'ayez pas confiance en lui. Comprenez, donc, il y avait des informations sur Vichy que Dillard qui m'amenait à être donc très, très en retrait. Est-ce que quand il y a eu les grandes rafles de 1942, notamment la rafle du Veldiv en juillet, vous en avez entendu parler? On en a entendu parler tout de suite, bien sûr. Et ça a été un moment de se dire il faut prendre des mesures et qui aillent beaucoup plus loin pour se protéger, pour protéger nos amis juifs. Donc, les faux papiers, il faut s'en préoccuper au maximum. Ou même pour certains, comme Marcel David, il faut essayer de trouver un moyen de se caser quelque part. Alors en 1942, bien sûr, il était avec moi, en réseau Janvier-Judith, comme je disais tout à l'heure, etc. Mais dès qu'il y a eu l'arrestation de Judith, de Janvier, il a envisagé de partir hors de Lyon, et c'est ce qu'il a fait. Il est parti travailler à un chantier en Savoie, la construction du barrage de la Girotte. Oui. Alors à ce moment-là, il avait ses faux papiers, faux noms, etc. Et il était casé là, il était donc protégé. Et sa fiancée et sa mère étaient chez elle encore, mais très très prudentes. Oui. Donc, assez tôt, en fait, et Marcel et René ont eu des faux papiers. Il y en avait elle en avait surtout des tout prêts pour si jamais les choses allaient mal se passer. C'est mon père, d'ailleurs, qui leur avait procuré les faux papiers. Oui. Ça, vous l'avez su sur le moment ou vous l'avez oui, su après? ça, oui, bien sûr. À ce moment-là, on était dans le coup, quoi. Oui. Et est-ce que vous savez si les parents de Marcel David, à ce moment-là, étaient inquiétés? Ils étaient déjà inquiétés en sens que ils avaient une boutique donc de marchands de vêtements et bien sûr, ils avaient eu interdiction de continuer leur métier. Alors ils avaient l'ancien vendeur qui tenait la boutique et qui leur permettait d'avoir de quoi vivre. Et puis ils se sont cachés dans la banlieue lyonnaise. Les choses se sont très mal terminées d'ailleurs en 1944. Le père a été arrêté sur dénonciation de gens du village où il était, qui ont dit il y a un juif caché là. Alors la milice est venue, l'a emmené, et sur les bords d'un canal, le canal de Jaunage,
ils l'ont tuée d'une balle dans la tête. Quant à la mère, elle a été arrêtée et déportée, et elle est morte à Auschwitz. Lorsque Marcel et René, donc, qui étaient des cousins éloignés, se sont fiancés, quelle était l'ambiance, quel était le climat? Est-ce qu'il y avait une certaine inquiétude? C'était tout de même pas banal, pas anodin de se fiancer en pleine guerre alors que les Juifs étaient persécutés. Le repas de fiançailles a été un repas très joyeux, surtout marqué, je vous dis, du point de vue politique par la discussion avec Raymond Aubrac. Mais on a fait le repas à la juive, moi ma fiancée était venue d'ailleurs, on a fait le repas à la juive, c'est-à-dire qu'à la fin, chez les Juifs, on prend une assiette, une belle assiette, on la met dans un linge, et la fiancée et le fiancé brisent l'assiette. Et on distribue des morceaux à chacun des présents. Et le bonheur doit en résulter pour eux. Ça veut donc vous dire l'ambiance. Ce n'était pas une ambiance de défaite, de pessimisme, etc. Il y avait les problèmes politiques, ma discussion avec Aubrac, mais il y avait en même temps, par rapport à l'avenir, un acte de foi en l'avenir. Et vous, à ce moment-là, vous étiez, j'allais dire, de plus en plus imprégné par la foi chrétienne et les valeurs chrétiennes? Avec ma fiancée, nous, tous les deux, nous essayons d'approfondir notre foi. De nous dire, les événements sont tels que être chrétien simplement parce qu'on va à la messe ou ceci, etc., ça n'a pas de sens. Oui. Le christianisme ne prend son sens que si on essaye de vivre l'évangile quotidiennement en se référant essentiellement aux béatitudes. Et quand vous lisez les béatitudes, en Saint Matthieu, bon, vous le voyez, béni es-tu si tu as donné à manger aux autres, si tu les as vêtus, si tu les as logés, si tu as libéré les captifs, etc. Et déjà, c'était déjà la même chose chez Isaïe, donc dans l'Ancien Testament. Donc pour nous, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, il y avait une exigence. Si on a la foi, c'est ce que je dis maintenant dans mes livres, est force de présence. Si elle n'est pas ça, elle est une imposture. Je dois être présent au monde et aux autres en essayant de faire que, dans le fond, ils soient aimés. Et avec ma fiancée, nous réfléchissions de plus en plus sur notre propre amour en disant un amour comme le nôtre ne peut pas être un amour clos. Son vrai sens, c'est d'en même temps aimer les autres. Et en même temps, celui d'être aimé d'eux. Et aujourd'hui, je suis absolument persuadé de ce qu'il y a une seule vérité absolue, c'est celle-là. Tout le reste, l'argent, le succès, je m'en fous. Finalement, la vérité absolue, donc elle est dans notre comportement à l'égard des autres. Et alors évidemment, en temps de guerre, ça impliquait devant les persécutions, tout faire pour que les gens ne soient pas captifs, s'ils sont captifs pour les libérer. D'où vous voyez la liaison entre la foi que nous essayons d'approfondir, qui au départ était très peu de choses, mais j'ai toute notre correspondance, j'écrivais une lettre une semaine, ma fiancée répondait une autre, c'est plusieurs centaines de pages, hein, et dans lequel on voit le cheminement qui est le nôtre. Quoi. De quoi nous parlons, de quoi nous réfléchissons. Ma fiancée était à l'époque, faisait des études de piano, elle était d'ailleurs une remarquable pianiste, et il y a toute une partie de ces lettres étaient sur les morceaux de piano qu'elle était en train de travailler, la claire de lune, telle étude de Chopin, telle de Debussy, etc. Puis toute une autre partie était au contraire sur notre problème de foi religieuse. Et évidemment, quand nous correspondions, nous ne pouvions pas, malheureusement, parler des événements politiques ou des événements atteignant nos amis. Quand René Moirel a été arrêté, je n'ai pu qu'écrire à ma fiancée en lui disant « René est à l'hôpital, elle a une grippe grave, etc. » On ne pouvait pas, parce qu'il y avait la censure. Je ne pouvais pas, si par exemple je suis allé faire telle liaison à Toulouse, je me gardais bien de lui en parler dans mes lettres. Alors évidemment, c'est une correspondance dont le contenu est orienté vers les problèmes de fond, mais pas vers l'actualité.